Édition spéciale de Zone Économie sur le budget de M. Girard, son 7e budget. Éric Girard, ministre des Finances, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez présenté ce budget aujourd'hui avec un déficit record en valeur absolue à 13 milliards 600 millions. Mais vous dites que votre plan est crédible pour revenir à l'équilibre en 2029-2030. En quoi c'est crédible? Bien, parce qu'il y a 6 milliards de gestes, c'est-à-dire 400 millions au niveau des sociétés d'État, 2,4 milliards au niveau de l'examen des dépenses fiscales. Ça, je parle au niveau à terme, là, en 29-30, et 3 milliards d'efforts aux dépenses. Donc, il y a des gestes identifiés aux dépenses, il y a l'examen des dépenses fiscales qui a été fait. Alors, tout ça va nous ramener à terme à l'équilibre budgétaire. Mais c'est certain que dans l'immédiat, la priorité absolue, c'est la menace tarifaire. Ouais. C'est une menace qui est existentielle. Il faut répondre présent et on a fait le choix d'augmenter nos provisions, de réduire notre prévision économique, de faire des gestes pour soutenir l'économie. Mais vous appuyez votre budget sur des tarifs à 10 Déjà, les tarifs sont à 25 vous les appuyez à 10 Vous dites qu'il n'y a pas de récession. Bien, un instant, là, il n'y a pas de tarif à 25 sur l'ensemble des biens présentement. Là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bien, il y a l'acier et l'aluminium, et il y a une menace le 2 avril. Il y a des tarifs depuis le 4 février, depuis le 4 mars, pardon, qui ont été appliqués sur une partie des produits, M. Girard. Là. Il y a une partie des produits qui sont touchés par les tarifs. 60 des biens transigent sans produits présentés. Et donc, 40 transigent avec des tarifs douaniers. Il y a l'acier et l'aluminium. Il y a les tarifs du 2 avril qui s'en viennent. Est-ce que vous n'êtes pas un peu jovialiste par rapport aux tarifs puis par rapport à l'impact sur l'économie québécoise? Écoutez, monsieur, lorsqu'on fait un budget, on consulte les économistes du secteur privé. La médiane des prévisions du secteur privé pour 2025, c'est 1,1 Nous sommes à 1,1 Desjardins, qui sont les plus pessimistes, sont à 0,9 Les tarifs, lorsqu'ils vont être imposés le 2 avril, qu'est-ce qui va arriver? Dès que l'élection canadienne va être terminée, il va y avoir une négociation et il n'y a rien qui dit que les tarifs qui vont être imposés le 2 avril seront en place pour une période de 2 ans, par exemple. Il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir une négociation après l'élection fédérale, M. Girard. Là. On ne sait pas s'il y a une négociation après l'élection fédérale. Mais ce qu'on sait, c'est ce que la Réserve fédérale a dit la semaine dernière. Elle a baissé de 0,4 sa prévision de croissance aux États-Unis en raison de l'incertitude tarifaire. Elle a augmenté sa prévision d'inflation. Donc, si les tarifs provoquent une récession au Québec en 2025, en fait, il va y avoir une récession en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis. Et votre déficit sera plus élevé à 15 milliards. Oui, mais pour ça, il faut que les tarifs soient non seulement imposés, mais maintenus. On n'a pas de certitude sur l'ampleur des tarifs, la durée des tarifs, le nombre de biens sur lesquels ça va s'appliquer. Bref, il y a énormément d'incertitudes. Et pour faire un budget, il faut faire une hypothèse. On a fait une hypothèse que 1,1 de croissance, 10 en moyenne de tarifs sur 2 ans. C'est une hypothèse de base. Alors, on présente un scénario alternatif avec une récession. Exactement. Donc, peut-être que lors de la pandémie, vous aviez été obligé, bien sûr, de refaire un petit peu le budget à ce moment-là parce que la pandémie avait changé les choses. On verra ce que ça va donner. Il y a une chose qu'on sait, c'est que le premier ministre du Canada a laissé tomber la hausse de la taxation du gain en capital et son opposant principal, Pierre Poilievre, veut la laisser tomber aussi. Pourquoi vous gardez 1,8 milliard sur 5 ans dans vos revenus sur la taxation du gain en capital dans votre budget? Parce que nous, on doit fonctionner sur la base de la législation fiscale. Alors, s'il y a des promesses électorales d'annulation de gains de capital, nous, ça nous prend une législation fiscale. Lorsqu'il y aura un gouvernement dûment élu qui dépose une législation fiscale et que le gain de capital est annulé, nous allons nous harmoniser. Donc, en attendant, il y a 1,8 milliard de trop dans votre budget, dans vos revenus. Oui, mais un instant, là, dans le gain de capital, il y avait aussi des assouplissements. Donc, on a besoin de certitude. Ils ont fait des assouplissements
au même moment où ils ont augmenté le taux d'inclusion. Là, ils font une promesse électorale d'abolir, mais ils ne nous disent pas si les bonifications qui ont été données vont être éliminées. Alors nous, on a besoin de précision. En fiscalité, on a besoin de certitude. Le gouvernement fédéral a semé la confusion en incitant les gens à transiger avant juin 25. Là, durant la course au leadership, tout le monde s'est dépêché à contredire ce qu'il avait fait. Maintenant, ils font une promesse électorale. Lorsqu'il y aura une législation fiscale, bien, on pourra agir en toute cohérence. Sur la croissance, 1,8 croissance des dépenses, 3 santé, 2,2 en éducation. Est-ce que ça s'appelle des compressions budgétaires dans les faits, compte tenu que l'inflation est à 2 Non, parce que c'est très simple. On a une loi qui nous demande de revenir à l'équilibre budgétaire. Dans le contexte économique actuel, nous avons 3 de croissance de revenus sur 5 ans. Donc, pour revenir à l'équilibre budgétaire, le chiffre, c'est 2 de croissance de dépenses. C'est mathématique. Pour l'an prochain, on a 25-26, on est à 3 de croissance de dépenses. Au budget 26-27, on verra l'état de l'économie. S'il faut relever le 2 à 3 on le fera. Mais ce qui est certain, c'est qu'on arrive d'une période post-pandémique où les dépenses ont cru de 7 par année. C'est insoutenable. Les Québécois veulent qu'on gère, qu'on soit plus efficace, qu'on fasse de l'optimisation pour améliorer la qualité des services sans être obligé d'injecter des sommes ça, colossales. C'est votre mot, optimisation. Ça ne s'appelle pas compression, rigueur ou austérité, ça s'appelle optimisation. Bien, encore une fois, c'est mathématique. Il y a 3 de croissance de revenus. On a une loi sur l'équilibre budgétaire, donc il faut que les dépenses croissent moins vite que les revenus. Si j'ai 4 de croissance de revenus, je pourrais avoir 3 de croissance de dépenses. Mais on a une prévision. Puis tantôt, vous me disiez que ma prévision était trop optimiste. On a 3 de croissance de revenus, on a une loi sur l'équilibre budgétaire, donc 2 de croissance de dépenses. OK. Mais dans le but de revenir à l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Exact. Vous annoncez un crédit d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation. Parce que, et donc on a un tableau qui le montre bien, les investissements en recherche-développement baissent depuis 2014 au Québec. On est passé de 1,42 du PIB à 1,34 pendant que ça monte en Ontario, puis dans le G7. Est-ce que ça va vous générer beaucoup de revenus supplémentaires? Est-ce que ça va améliorer l'innovation, la croissance économique? Bon, il faut savoir qu'il y a eu une réforme de la recherche et développement en 2014 au Québec, et c'est un échec. Le gouvernement fédéral a annoncé des modifications au crédit d'impôt recherche et développement, mais encore une fois, n'a pas déposé sa législation fiscale. Nous, on a fait une longue période de consultation. La stratégie québécoise de recherche en innovation, on a consulté les experts, on est convaincu que ce que nous proposons, éliminer 8 crédits d'impôt pour le remplacer par un crédit d'impôt qui est élargi, bonifié, va permettre les dépenses en capital, va permettre le même taux pour la grande entreprise que la petite entreprise, va stimuler l'innovation. Dernière question. Pas de hausse d'impôt donc sur le revenu, pas de hausse de TVQ, pas de hausse de taxe sur l'essence. On a vu certains changements fiscaux. La dernière chose, je vais vous demander, parce qu'on en a parlé dans les derniers jours, est-ce que vous évaluez la possibilité d'annuler la taxe carbone sur l'essence, comme c'est le cas dans les 9 autres provinces au pays? Bon, ici au Québec, il y a des gens qui me demandent d'augmenter la taxe sur l'essence. Une de vos invités tout à l'heure a écrit ça fréquemment dans ses articles. Augmentons la taxe sur l'essence. La chaire en fiscalité a proposé d'augmenter la taxe sur l'essence. Qu'est-ce qui se passe dans les autres provinces? La taxe sur l'essence baisse. Alors nous, on prend une position raisonnable. On ne touche pas à la taxe sur l'essence. Mais la taxe carbone, la taxe carbone au Québec ne sera pas modifiée. Donc, les Québécois n'auront pas la baisse que les autres Canadiens vont avoir sur le prix de l'essence le 1er avril. C'est exact. Très bien. Parce qu'on n'a pas la taxe carbone fédérale au Québec. On a la bourse du carbone. Oui. OK. Merci, M. Girard, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour vos questions. À la prochaine. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.